Aujourd'hui, il n'est plus question que ces plateformes utilisent nos enfants comme des produits. C'est quand même une interdiction qui va venir peser sur les plus jeunes, puisqu'ils vont être exclus d'une plateforme dont ils se servent tous les jours actuellement. Les enfants ne sont pas des usagers comme les autres. Et c'est pour ça qu'on leur doit une protection supplémentaire. Aujourd'hui, le modèle économique des plateformes, c'est faire du profit sur le dos des jeunes. Ce n'est pas faire des réseaux sociaux pour les jeunes. Bienvenue dans Grandir, le podcast de Vers le haut qui donne la parole à celles et ceux qui pensent, qui décident et qui vivent l'éducation au quotidien. Alors, interdire ou éduquer ? La présence du numérique dans nos vies et dans celle des adolescents nous place devant le grand dilemme éducatif de notre temps. Interdire les réseaux ou éduquer à une utilisation raisonnée et éclairée du numérique ? Un adolescent sur deux passe 2 à 5 heures par jour sur son écran. Alors, comment protéger les enfants des effets délétères des réseaux sociaux tout en construisant leur autonomie qui se construit aussi sur ces mêmes réseaux ? Depuis 2024, ce sujet a fait l'objet de rapports, d'une commission, d'une initiative présidentielle, d'une commission d'enquête sur TikTok et de très nombreux textes législatifs, de la majorité numérique jusqu'au tout dernier épisode, la proposition de loi de la députée Laure Miller. Elle veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, une proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale mais modifiée par le Sénat. C'est un sujet transpartisan, très politique en réalité, parce qu'il concerne toutes les générations, tous les partis, et touche le quotidien des parents comme de tous les éducateurs. Mais il pointe surtout la difficulté qu'ont les pouvoirs publics à construire des décisions pour les jeunes et surtout avec les jeunes. Pour en débattre, nous avons réuni dans ce nouvel épisode de Grandir 2 voix, celle de l'État et de l'autorité publique et celle des jeunes. Sarah Ellery, bonjour. Bonjour. Vous êtes haut-commissaire à l'enfance, vous avez exercé diverses responsabilités au sein du gouvernement, plusieurs portefeuilles, celui de la jeunesse, de l'engagement, du service national universel, puis vous avez été ministre délégué chargé de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Noé Hamon, bonjour. Bonjour. Alors vous avez 19 ans, vous êtes activiste pour les droits numériques des jeunes et vous êtes cofondateur du collectif Control Alt Reclaim, j'espère que je le prononce bien. Parfait. Et vous avez un magnifique pull internet aujourd'hui pour nous accompagner. Merci aussi d'être avec nous. Alors, en interdisant les réseaux sociaux aux jeunes, est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper de cible, se tromper de combat ? On vise plutôt les usages des jeunes au lieu de s'attaquer finalement à ceux qui en sont responsables, les plateformes. Qu'en pensez-vous, Sarah Ellery ? Moi, je suis très à l'aise avec l'idée et d'interdire et d'éduquer. En fait, c'est pas un ou. Parce que l'interdiction, c'est pas une punition. C'est pas contre les jeunes qu'on interdit. L'interdiction, c'est l'obligation de vérifier l'âge aux plateformes. Donc, c'est une obligation qui est faite aux plateformes. Pourquoi ? Parce qu'on leur a demandé de modérer, on leur a demandé de réguler, ils n'ont pas fait, alors on pose une nouvelle barrière. Mais soyons très clairs. Derrière numérique, il y a un S. C'est plein d'usages, c'est plein de supports. Aujourd'hui, on parle des réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, ils sont polyformes. Et donc, la priorité qui est la nôtre, qui est la mienne, celle de la protection, c'est de lutter contre des nouvelles formes de prédation. Et je pèse mes mots. La prédation, c'est le choix délibéré d'enfermer des jeunes dans des bulles algorithmiques qui dégradent d'abord, leur confiance en eux, c'est une chose, mais qui dégrade en réalité leur capacité de grandir de manière libre, voire un mot qui aujourd'hui est plus utilisé, leur souveraineté cognitive. Et pour ça, oui, il faut briser ce cercle vicieux et donc poser cette majorité d'âge et interdire de s'inscrire sur certains nombres de plateformes avant 15 ans, en réalité, c'est protéger les enfants parce qu'aujourd'hui, ce sont des actifs au sens actifs monnayables, monétaires pour ces plateformes et donc on les en sort. Et ça, on est tous d'accord, mais on voit bien qu'il y a une difficulté juridique. Il y a eu plusieurs exercices, plusieurs tentatives, la majorité numérique il y a quelques années, et à chaque fois on se heurte au droit européen. Donc est-ce qu'on n'est pas en train d'invoquer là quelque chose qui est difficile à mettre en place ? Et sur les effets délétères des plateformes, on les connaît, c'est documenté. Il y a une commission d'enquête, je l'ai dit, la commission TikTok qui s'est attachée à ça. Donc une nouvelle proposition de loi, et finalement qu'est-ce qu'on en retient ? Interdire les réseaux sociaux aux jeunes. Noé Hamon, comment vous réagissez, vous qui avez 19 ans, à cette initiative parlementaire et à ces différentes formules finalement pour essayer de surmonter cette difficulté ?
Écoutez, moi, en fait, je partage les constats, notamment de Sarah El Haïry, comme quoi les réseaux sociaux représentent un véritable danger pour les plus jeunes. Par contre, je pense que l'interdiction n'est pas à la hauteur des enjeux, puisque je pense que c'est une mesure qui est simpliste, qui est partielle et qui est paternaliste. Dans le sens où, Paternaliste, pourquoi? parce que, en fait, c'est quand même une interdiction qui va venir peser sur les plus jeunes, puisqu'ils vont être exclus d'une plateforme dont ils se servent tous les jours actuellement. Et les réseaux sociaux qui posent en fait le vrai problème ne sont pas vraiment attaqués, puisqu'on ne s'attaque pas aux problèmes structurels, on ne s'attaque pas au modèle économique des plateformes. Aujourd'hui, le modèle économique des plateformes, c'est faire du profit sur le dos des jeunes. Ce n'est pas faire des réseaux sociaux pour les jeunes. On ne s'attaque pas au scroll infini, on ne s'attaque Donc, pas aux la publicités seule ciblées. raison, le seul moyen qu'on a trouvé, c'est finalement de limiter les usages. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, plutôt que de s'attaquer au modèle économique. Exactement. Surtout que, donc en fait, c'est ça, on s'attaque pas au modèle économique, on s'attaque pas au design toxique des plateformes. Et en fait, l'interdiction, selon moi, va poser d'autres problèmes, puisqu'il va y avoir des problèmes autour de nos données personnelles, puisqu'il va falloir mettre en place une vérification de l'âge de toute la population. Toute la population va devoir faire vérifier son âge. Et donc, on a actuellement trois solutions. C'est de faire vérifier l'âge soit par les plateformes, ce qui est profondément problématique, soit par l'État, soit par un tiers de confiance. Et pour le moment, aucune de ces manières de vérifier l'âge n'a encore été décidée. Ensuite, il y a également le problème pour les plus de 15 ans qui se pose, parce que les réseaux sociaux ne sont pas seulement un danger pour les plus de 15 ans, enfin pour les moins de 15 ans, pardon, ça concerne également les plus de 15 ans, les adultes qui sont aussi victimes des réseaux sociaux. Ensuite, également, découvrir les réseaux sociaux à partir de 15 ans, ça peut être profondément problématique si ce n'est pas couplé à de l'éducation. À savoir que dans le texte initial de Laure Ouais, Miller, ouais. il y avait des mesures d'éducation, mais malheureusement, ça a été balayé du texte, et donc ça pose problème. Alors, vous qui êtes au cœur de la puissance publique, je l'ai rappelé, vous avez un parcours avec différentes responsabilités, vous avez été ministre. Que peut l'État français, au regard du droit européen, au regard des limites juridiques et de la difficulté c'est déjà la troisième ou quatrième proposition de loi sur le sujet. Et il faut Comment pas on arrêter. fait? Et donc, finalement, c'est les jeunes qui payent l'addition à la fin. Et c'est pour ça qu'il est temps. Il est temps de poser ce contrôle. Encore une fois, c'est pas une punition. Et je vais être très claire, peut-être sur un autre exemple. Soyons très, très objectifs. Aujourd'hui, on sait que l'abus d'alcool ou l'abus de tabac est pas bon pour la santé. Vrai ou pas vrai? Est-ce qu'on pose cette obligation sur les jeunes? Est-ce qu'on l'interdit aux adultes? La réponse est non. Et pourquoi aujourd'hui la question du contrôle d'âge sur les plateformes est nécessaire à mes yeux? Parce qu'il vient cibler le fond d'un modèle, le scroll infini. Aujourd'hui, c'est toxique, parce que c'est le design, c'est la conception qui est toxique. Mais elle est toxique pour les adultes et pour les jeunes, je vous l'accorde. Par contre, pour les jeunes, ils n'ont pas le droit de le faire. Ils n'ont pas le droit, l'enfant n'a pas l'autonomie nécessaire, son cerveau n'est pas suffisamment développé pour s'en défendre tout seul. Alors oui, moi j'assume mais pleinement, parce que je suis haute commissaire à l'enfance, de poser des obligations sur les plateformes pour qu'elles ne puissent pas continuer à faire des milliards sur le dos des enfants, parce qu'aujourd'hui elles vendent leurs données, elles les gardent dans ce modèle et dans cette bulle qui les rend addicts. Et au lieu de dire, et c'est pour ça, peut-être on a un brin de désaccord, moi je ne considère pas qu'il faut dire aux enfants, voilà les clés, débrouillez-vous tout seul et puis essayez de ne pas devenir accro. Bah non, les plateformes te rendent accro. Donc aujourd'hui, il n'est plus question que ces plateformes utilisent nos enfants comme des produits. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des produits. D'accord, la question c'est comment on fait? Quelle est la prochaine étape? On a parlé de cette proposition de loi qui est importante, c'est-à-dire interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans. Il y a même aussi l'interdiction du portable au Bien sûr, lycée. au collège et au lycée. Collège déjà fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le Sénat a un petit peu détricoté le contenu de la proposition Le de texte loi. reviendra. La Commission européenne doit rendre un avis. Quelles sont les prochaines étapes? Est-ce que vous pouvez nous en dire Bien plus? sûr, vous je qui peux êtes au vous en cœur dire de- un petit de peu la plus. machine. Il se trouve que les travaux sont en cours. L'objectif de ce texte, c'est qu'il soit opérationnel, donc qu'il soit Quand? conventionnel et pas anticonstitutionnel. Donc Ça sera pour la rentrée? je l'espère, très sincèrement, et j'espère que la commission mixte paritaire arrivera à un texte de consensus entre les sénateurs et les députés, parce que c'est une urgence sanitaire, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième, je vais être très explicite. Pendant longtemps, on a entendu « Oui, mais les outils numériques ne nous permettent pas de limiter sur la pornographie. Les sites porno, on ne peut pas contrôler l'âge. Oui, mais c'est liberticide. » Écoutez, il y a un moment,
stop. On a les moyens de le faire. Aujourd'hui, ces technologies existent. Soit on les utilise et on protège les enfants, soit on les utilise pas et à ce moment-là, on est complice et coupable. Et tant qu'on ne fait pas la distinction entre un modèle économique et la protection des enfants, les enfants ne sont pas des usagers comme les autres. Et c'est pour ça qu'on leur doit une protection supplémentaire. Alors oui, ça pèsera sur les plateformes, oui, ça les obligera à avoir des investissements plus massifs pour contrôler. Et moi, là où j'ai aussi une divergence pour le coup avec Noé, je pense que ça développera une sorte de safe child by design, une conception plus protectrice sur un certain nombre de marchés. Merci pour la traduction. Oui, c'est pour ça super anglicisme. Mais sincèrement, demain, si les enfants, si les plus jeunes ne sont pas sur ces plateformes, alors il y aura de nouveaux outils. Moi, je ne suis pas une technophobe, je suis une génération geek finie, j'adore ça. Mais je ne veux pas qu'on puisse finalement imposer à nos enfants des espaces plus dangereux parce qu'il n'y en a pas d'autres. Exemple tout bête, YouTube Kids, des fonctionnalités qui ne seront pas les mêmes. Alors, si on prend un petit peu de recul par rapport à cette actualité législative dont j'ai parlé, ce qui nous interroge, et c'est aussi quelque chose qui pointe une contradiction finalement, c'est qu'on a ici une mesure qui concerne les jeunes par millions. Pour les protéger, encore une fois, ce n'est pas les punir. À quel moment ont-ils été associés à cette décision publique ? Vous qui défendez souvent dans vos prises de parole, Sarah El Haïry, la place de l'enfant dans la société, la place de l'enfant dans le débat public. Vous avez pris position sur le sujet No Kids, par exemple. Là, on a une mesure qui concerne directement les adolescents. À quel moment ont-ils été associés ? Est-ce que Noé Hamon, vous avez été associé avec votre collectif ? Est-ce qu'on vous a consulté ? Qu'en pensent les jeunes autour de vous ? Non, en fait, les jeunes sont très peu consultés, en particulier les moins de 15 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas électeurs et donc les décideurs politiques, les députés, n'ont pas intérêt à aller leur parler. Donc on consulte que les seniors, c'est ce que vous dites ? Eh bien, ça reste majoritaire. C'est majoritairement les adultes, les personnes plus âgées qui sont aujourd'hui consultées. En plus, les jeunes, sur ce sujet-là, sont considérés comme pas encore assez matures pour parler, pas encore assez expérimentés, alors qu'il y a notamment des textes, notamment je pense à l'article 12 de la Convention internationale aux droits de l'enfant qui garantit la liberté, le droit d'exprimer son opinion sur les sujets qui intéresse les jeunes. Et donc nous, avec le collectif Control Alt Reclaim, on demande on demande que les jeunes soient systématiquement consultés autour des sujets qui les concernent. Et surtout, on demande en fait à ce qu'il y ait une convention citoyenne de la jeunesse autour de ces sujets numériques pour que les jeunes puissent émettre des recommandations sur ce qu'ils et elles veulent dans le numérique, sur les réseaux sociaux. Noé, c'est une bonne idée, cette convention citoyenne. Évidemment que c'est une bonne idée, mais soyons pas si binaires, Noé. Soyons pas si binaires pour une raison toute simple. Il se trouve que les jeunes, parce que les jeunes, ils sont divers. On parle de la jeunesse, mais en fait, je vais vous dire pourquoi binaire. Parce que, Noé, vous laissez entendre qu'ils n'ont pas du tout été consultés. C'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. Alors expliquez-nous comment ils ont été consultés. Il faut nuancer. Sur cette proposition de loi, c'est bien de ça je parle du numérique et je parle de la majorité. C'est absolument pas parfait. Il se trouve que encore aujourd'hui, je plaide pour qu'il y ait la mobilisation à la place des enfants partout, avec le renforcement de la clause d'impact jeunesse, avec des conseils municipaux qui se renforcent. On est à 6%. Donc, je suis pour le coup, si je reprends ton terme, une activiste de la participation des enfants. C'est bien pour ça que je vous pose la question. Il y a une contradiction. Mais sur la question de la majorité numérique, puisque ça ne faisait pas spécialement consensus chez les adultes et les dirigeants, avec cette nuance protection, liberté. Moi, je considère que la liberté des adultes a vocation à être plus bousculée, peut-être, si elle doit protéger les enfants. Donc, je fais partie de ceux qui sont, oui, plus protecteurs des enfants que la moyenne, et je l'assume. Et c'est pour ça que, dans les jeunes, par exemple, le collège miroir de la Civis, c'est le collège jeune, a été consulté, que le HFA, le collège jeune du Haut Conseil à l'enfance et à la famille, a été consulté, c'est le collège jeune, que pendant la Convention citoyenne des temps de l'enfant, les jeunes qui étaient animés et portés par la dynamique de la voix de l'enfant ont été consultés et ont participé. Mais pas spécifiquement sur cette proposition de loi. Sur la majorité numérique et sur... La majorité numérique. Attendez, laissez-moi finir. Elle a été votée en Non, 2023. sur la majorité numérique qui a comme conséquence aujourd'hui l'obligation et l'interdiction pour le coup de l'accès aux réseaux sociaux. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y avait débat dans la société. Après, comment on consulte toute une génération ? Oui. C'est difficile. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais on peut faire des choses.
Il y a des choses qui sont possibles. Peut-être en utilisant des outils, pour le coup, plus digitaux pour certains. Alors même, ça peut apparaître contradictoire. Utiliser les consultations et la force du scolaire, de la démocratie scolaire, les CAVL, les conseils académiques de la vie lycéenne. Désolée pour les sigles. Mais encore une fois, moi je crois que la participation des jeunes sur les sujets qui les intéressent, en tout cas qui les impactent, est essentielle. Mais pour que ça avance, il faut moderniser la manière dont on leur adresse. Peut-être la Donc plus par grande... les outils numériques. Malheureusement ou heureusement, oui, parce que le numérique, il n'est pas obligatoirement négatif. Absolument. En fait, c'est les ressorts de la captivité qui sont négatifs. C'est pas le numérique en soi. Le numérique n'est qu'un outil. Il peut être excellent. Les tech, pour le coup, moi, me passionne parce que ça apporte... Les technologies numériques appliquées ça à apporte l'éducation. ça apporte des super apprentissages. Et c'est là où il faut être un peu... Je pense il faut assumer la globalité du chemin de la participation des enfants et considérer qu'aujourd'hui, oui, on passe peut-être, et c'est la faiblesse, par des groupes déjà organisés. Et pas une consultation plus large et plus massive. Et par une Qui vision pourrait se faire parfois notamment, un peu par exemple, par une polarisée. convention Pardon. citoyenne. Mais oui et non. Parce que Alors, oui, pourquoi pas c'est une super idée. Tu vois, moi, je pense que c'est une super idée, la Convention citoyenne sur la jeunesse, puisqu'aujourd'hui, cette génération vit 3 transitions majeures. Là, vraiment un choc démographique majeur, un choc climatique et environnemental majeur, et le troisième, c'est le choc, en tout cas, à mon avis, la révolution numérique que nous vivons. Mais pourquoi je dis oui et non ? C'est que oui, ça permettra un tirage au sort, mais ça ne permettra pas à l'ensemble de la jeunesse de s'exprimer, comme on a pu Oui. avoir... Oui, comme on mais a ça pu sera- avoir ça sera une quand même consultation mieux que partielle. de consulter un En lycée tout cas, ou deux. on entend qu'il y a Mais du coup, chez- Noé, chez- ils sont pas. chez Noé qui est activiste une forme de souhait de participation Et c'est trop et bien. une insatisfaction par rapport à ce moment que nous vivons. On sent bien qu'il y a une polarisation dans la société, que les écrans divisent, que Oui. les écrans polarisent, mais qu'au fond, vous en avez parlé. J'aimerais qu'on parle un moment d'éducation, puisque ce sujet-là, vous l'avez Juste dit en sur le début point de Noé, d'émission. parce que c'est hyper Alors, je vous important laisse- ce qu'il je vous dit. laisse Désolée. répondre au point de Noé. Mais juste sur le point de Noé, parce que Noé, il a raison quand il dit on souhaite participer. Et aujourd'hui, peut-être, ce que je disais, la faiblesse de l'organisation publique, c'est qu'elle vient consulter souvent les groupes organisés. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, comment tu fais pour avoir une diversité dans les parcours, une diversité dans les profils, et que tu ne consultes pas toujours ceux qui ont la facilité de prendre la parole ? Parce que moi, je peux vous dire qu'au fin fond d'un territoire rural ou dans les Outre-mer, moi, les jeunes de ces territoires plus isolés ou plus en vulnérabilité, j'entends pas leur voix. Si je ne passe pas par l'éducation Donc, nationale, il y a si une j'entends... nécessité de faire Exactement. émerger la parole de toute la Et jeunesse. donc, il faut aller Et ça l'accompagner. pourra tout à fait faire l'objet d'un autre échange. Revenons au sujet d'éducation. C'était comme ça qu'on a essayé de poser le sujet, interdire ou éduquer. On voit bien que par rapport à ces enjeux, les modèles algorithmiques, les designs addictogènes, la captation des données, les IA génératives qui bousculent les modèles, il y a aussi un apprentissage, il y a aussi un discernement. Alors, quelle peut être la place de l'école ? Est-ce que vous, Noé, vous estimez avoir été suffisamment bien accompagné ? Qu'est-ce qui a été le déclic, par ailleurs, pour vous engager sur les droits numériques des jeunes ? Alors moi, j'ai commencé mon engagement en fait chez Amnesty International, donc c'était plutôt l'activisme autour des droits humains en général. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai orienté mon activisme vers les droits numériques, parce qu'on se rend vite compte du danger que représente le numérique. Et donc, pour revenir aux questions d'éducation, je n'ai quasiment jamais eu d'éducation numérique, ou de manière très Pendant tout peu. votre parcours scolaire ? C'est ça. Et donc nous, avec notre mouvement, on estime qu'il faut mettre en place de l'éducation au numérique dès le plus jeune âge, qu'il faut pouvoir former des enseignants, qu'il faut pouvoir formaliser des temps dédiés pour les élèves, qu'il faut pouvoir financer des temps dédiés, notamment pouvoir financer des associations qui puissent aller faire de la sensibilisation, de l'éducation. Et donc c'est pour ça qu'on arrive aussi également avec une proposition sur ce sujet-là, qui est peut-être l'intégration comme d'une taxe équivalente à copie privée. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. La taxe copie privée, c'est sur chaque appareil que vous achetez comme un téléphone ou un ordinateur, vous payez environ 10 à 15 euros pour les créateurs, notamment de musique, voilà, et tout ça. Et donc cette taxe rapporte en moyenne 300 millions d'euros par an. Et on pourrait envisager quelque chose de semblable pour pouvoir financer une éducation numérique, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de financements qui sont injectés. Il y a l'éducation aux médias, Oui, Noé, dont vous avez évidemment. bénéficié. Évidemment, on sort mais de la semaine de la ça n'est presse. pas encore... C'est pas suffisant. Ce n'est pas du tout suffisant pour pouvoir éduquer, sensibiliser la grande partie des élèves, tous les élèves au sujet du numérique et des réseaux sociaux et des dangers qu'ils représentent. C'est un sujet que vous portez aussi, Sarah Hélène ? Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que moi, je suis très à l'aise sur interdire et éduquer.
En fait, les produits qui sont dangereux, on les interdit aux enfants. On se demande pas si on leur laisse entre les mains et on voit après. Ou on leur apprend surtout à l'utiliser avant. Non, en fait, c'est comme la sécurité routière. Pour avoir le droit de conduire une voiture, il te faut un permis. Par contre, il faut aussi faire l'infrastructure. C'est le passage piéton, le feu, le code de la route. Exactement. Et puis surtout la punition si tu ne respectes pas. Et alors, est-ce que Et vous avez actuellement- parlé à votre collègue Édouard Geffray de ce code de la route, de l'éducation aux médias qu'il s'agirait de renforcer? Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous travaillez en ce moment, vous souhaitez travailler? Mais on travaille déjà. Mais parce que, en fait, il y a... Encore une fois, il faut voir les choses sans les opposer. Moi, je pense que la régulation est nécessaire. Ne pas laisser perdurer un modèle qui fait de la prédation. Encore une fois, je pèse mes mots, mais c'est de la prédation parce que c'est une économie de l'attention. Et donc, aujourd'hui, les enfants sont enfermés, ils sont captifs, ils sont sous emprise de bulles algorithmiques. Et donc ça, je ne veux pas composer avec. Je ne veux pas dire aux enfants, voilà comment vous pourriez vous en sortir. Non, ça, il faut réguler. Il faut assumer la régulation et judiciariser et les condamner. Ça, c'est très clair. Mais en parallèle, pour ne pas considérer que tout le numérique, c'est ça, parce que ce n'est pas que ça, c'est donner les moyens aux enfants avec... moi, je fais intervenir le Safer Internet Day, c'est Internet sans crainte. Il se trouve que samedi dernier, on était au ministère avec des enfants qui sont des enfants lecteurs d'Okapi pour parler de numérique et finalement de leurs besoins, leurs envies. C'est donner les clés aux enfants dès le plus jeune âge, et je pense vraiment tout petit, pour comprendre pourquoi on a besoin, pourquoi on leur demande de s'éloigner du numérique, c'est quoi les différents usages en fonction des différents écrans. Et c'est tout petit déjà, faire que la discussion ne soit plus une dispute systématique avec les parents. Et donc baisser la pression aussi de cette discussion-là à l'intérieur de la famille, parce que d'une famille à l'autre, les vulnérabilités sont plus fortes. Et donc on n'a pas le droit de dire aux parents, allez-y, c'est pour vous. Résultat Le des soutien courses, à la parentalité numérique, c'est essentiel. aussi un sujet c'est absolument central sur C'est essentiel, cette aux question-là. côtés des enseignants, aux côtés des parents. Encore une fois, vous vous rendez compte à quel point ces inégalités, elles sont majeures. Je veux dire, entre une famille qui a le capital social, l'énergie pour se dire, je vais expliquer à mon enfant c'est quoi l'algorithme, c'est quoi les filtres, pourquoi moi-même j'arrive à me déconnecter, comment je prends du temps, alors que nous-mêmes, adultes, on est déjà quand même bien addicts, en fait, si on est très honnête. Et donc, on renvoie un effet miroir à nos enfants. Et c'est pour ça que je ne veux ni transférer exclusivement la responsabilité à l'école, ni considérer que c'est l'exclusive responsabilité des parents. En fait, aujourd'hui, au moment où on vit, tout le monde doit prendre sa part. Et prendre sa part, c'est réguler et accompagner les éducations au numérique. Bien sûr, et ça passe par les parents éducative. Absolu. Des alliances éducatives. Alors Noé, pour finir, un petit mot sur peut-être ce que vous portez au niveau européen. On est dans un moment international extrêmement complexe. Est-ce que l'Europe a les moyens de porter une ambition pour les jeunes Européens, pour qu'ils puissent aussi s'exprimer de manière sécurisée, citoyenne sur les réseaux sociaux ? Oui, évidemment. Du coup, nous, au niveau européen, on porte évidemment la coercition des plateformes, le respect aux réglementations existantes, notamment au DSA, et bien sûr une régulation encore plus stricte pour pénaliser vraiment DSA, les plateformes. Le Digital Service Act. Exactement, pardon. Et enfin, on prône aussi la création d'un futur des réseaux sociaux. Alors, c'est quoi le futur des réseaux sociaux ? Le futur des réseaux sociaux, ça serait un système qui viendrait rompre avec le système actuel des réseaux sociaux qui vient, comme vous le disiez, à enfermer les enfants, qui vient faire du bénéfice sur le dos des enfants. Et en fait, nous, on voit un futur qui serait co-construit entre les utilisateurs et donc les jeunes, parce que ça doit être fait par et pour les jeunes, et l'audiovisuel public européen, qui représente Donc, co-construit une force. avec les jeunes et l'audiovisuel public européen. Exactement, pour pouvoir faire un réseau social qui soit éthique et qui ne soit pas basé sur le design toxique, le scroll infini, la prédation, l'enfermement des enfants dans des bulles algorithmiques, etc. Voici un projet qui nous amène assez loin dans l'avenir. Merci beaucoup Noé Hamon, merci beaucoup Sarah Ellery. Je le rappelle, vous êtes haute commissaire à l'enfance. On suivra vos actualités respectives, peut-être sur les réseaux sociaux alors. Certainement. Merci beaucoup. Merci et à vous. bientôt pour le prochain épisode de Grandir. Merci à tous. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux @VersLeHaut. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à commenter, à liker et à partager surtout. On se retrouve pour le prochain épisode. À très bientôt.